Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de réac. Un tout petit peu spécial dans la présentation si j'ose dire parce que si vous avez un peu suivi dernièrement, j'ai des problèmes avec ma caméra principale qui marche encore tout à fait correctement, mais qui a ce petit problème de flouter lorsqu'elle se focalise trop longtemps sur un plan. En tout cas, avant de commencer cette réaction, j'aimerais dire que il y a deux trois personnes qui ont l'air de penser que, comme ça revient sur les origines de l'île au trésor, je vais forcément adorer, puisque La planète au trésor est un de mes films préférés de tous les temps. J'ai envie de dire, ouais, pas particulièrement. J'adore La planète au trésor, mais c'est pas parce que ça reprend bien l'île au trésor. Hein, c'est pas l'île au trésor qui me plaît dans La planète au trésor. Bon, il y a une base qui est très intéressante et sur laquelle on joue bien. Hein, je ne déteste pas l'île au trésor, mais c'est la façon dont ça a été géré, la façon dont on a mis en place pas mal de mises à jour, ne serait-ce que dans l'univers des pins qui reprend déjà plus l'espace, et comment on a changé la dynamique de base entre Silver et Jim Hawkins, ce qui n'était pas aussi poussée, aussi forte que ça dans ce que je connais de l'île au trésor. Et je dis ça parce que je connais pas le livre, j'ai pas lu le livre en détail, mais si la première adaptation par Disney en live action est plus fidèle, je pense que c'est un livre qui suivrait sans plus pour moi. Le film dont j'ai parlé dans ma critique de La planète au trésor, il passe très correctement, mais j'appelle pas ça non plus un des plus grands joyaux de ce que le cinéma a pondu pour moi. Hein. On n'est pas tout à fait à ce niveau-là, je suis désolé, je suis désolé. Et ouais, à partir d'une même base, on peut faire quelque chose de pas sensationnel. Hein. Il ferait qu'à voir le film avec Junio. Hein. De ce que j'en ai vu et des critiques que j'en ai entendues, ça n'a pas l'air extra. Je dis ça comme ça, hein, mais bon, peut-être que c'est juste moi qui me laisse influencer par les mauvaises critiques. Peut-être que ce film est génial parce que ça sert bien à reprendre le matériau de base, hein, sait-on jamais. Mais bon, c'est juste pour dire que voilà, c'est pas parce que ça reprend l'île au trésor que ça va automatiquement me mettre en joie. Hein. C'est comme pour La Belle et la Bête, hein. La Belle et la Bête de base. Quand je vois les nombreux trucs qui ont été changés dans la version Disney, je me dis heureusement. Hein. Parce que punaise, dans la base de La Belle et la Bête, il y a beaucoup de trucs que je trouve un petit peu moyens. Et ouais, la critique qu'on fait sur le syndrome de Stockholm dans ce film, eh ben, si ça reprend de façon assez fidèle ce qu'il y a dans le conte de départ, oui, je peux comprendre cette critique-là. Et c'est ça que je trouve génial dans La Belle et la Bête de Disney, quoi. C'est que ça a su totalement aller au-delà de la chose, à dépeindre cette relation sans tomber dans le syndrome de Stockholm. Alors que oui, si on voit ça totalement en surface, on peut trouver que ça peut être le cas. Enfin bref, voilà. C'est juste pour dire que c'est une chose de reprendre un matériau déjà connu, ça veut pas dire automatiquement que ça va me plaire, hein. Vraiment pas. Hein. Ça veut pas dire une seule seconde que ça va me déplaire non plus, hein, évidemment. Mais c'est pas non plus une valeur assurée pour que je sois à fond dedans. Enfin bon, voilà. On se lance maintenant sans trop tarder dans le passage en vue de cet épisode 1 qui passe bien. Passe bien. Dans l'ambiance, je m'attendais, comme on en a parlé, à voir une sorte de Game of Thrones sur les mers. Et c'est un peu ça, c'est plus une sorte de mélange Pirates des Caraïbes, Game of Thrones dans le ton et l'ambiance. De temps en temps, on est dans le Game of Thrones, de temps en temps, on est dans le côté semi-léger de Pirates des Caraïbes. On a des personnages qui ont régulièrement des petites boutades, des petites répliques pour alléger l'atmosphère. Et pas juste un personnage qui est comme ça, comme c'était le cas dans Game of Thrones. Non, mais c'est vraiment un peu tout le monde qui a un peu cette mentalité-là. Ce qui était très présent dans Pirates des Caraïbes. On sent que ça essaye quand même de capturer cette vibe-là. Pour attirer un petit peu le fan de Pirates des Caraïbes. Hein. Ça se sent un petit peu. Hein, personnellement, j'aime bien Pirates des Caraïbes, hein, les deux premiers films. Hein, j'ai toujours du mal avec les suivants. Hein, le troisième aussi, hein, ça n'a pas changé. Mais ouais, ça apporte quelque chose. Ce qui fait que c'est un petit peu bizarre parce qu'on sent qu'il y a presque un côté légèrement bon enfant dans cette façon de dépeindre les pirates à la Pirate des Caraïbes. Mais quand on tombe dans le côté très sérieux, des fois on ose tacler des trucs un peu graveleux. Je me dis, ouais, le mélange, il se fait acceptablement, mais disons que c'est un peu limite.
Voilà, il y a ce ton, ces petites boutades donc entre nos personnages et la façon dont ils traitent les choses. Et à côté de ça, tu dépeins le sexe, le travail du sexe de façon assez crue. Nos personnages féminins, tous les personnages féminins qui sont un peu présentés dans cet épisode, eh ben ils ont leur scène de cul, hein. Pas une seule n'a pas de scène de cul. C'est c'est assez drôle, je vous cache pas, ça. C'est histoire d'appâter les gens, j'imagine, ça aussi. Ouais, il y a un peu ce mélange des tons qui passe, qui est un petit peu sur un équilibre frêle, dira-t-on. Disons que oui, je vous cache pas que le côté sexe gratuit était un petit peu gros. C'est comme les débuts de Game of Thrones à ce niveau-là. Là, ça me rappelle trop Game of Thrones à ce niveau-là. Ce côté où on monte des femmes à poil parce qu'on sait que ça attirera et qu'on peut se le permettre parce qu'on est une série adulte, quoi. Dans tous les cas, commençons enfin ce résumé avec donc une petite espèce de carton qui nous présente un peu la situation où les pirates, à la fin du XVIIIe siècle, sont considérés comme des ennemis d'État et il y a une sorte de guerre vraiment qui se met en place par rapport à ça. Et on commence avec une attaque de pirates d'un galion qui essayent de se défendre tant bien que mal, mais ils sont un peu vraiment surplombés par toutes ces troupes. Il y a un matelot en particulier qui se détachera des autres parce que les autres c'est juste des victimes à buter le temps de l'épisode. C'est John Silver. Voilà, John Silver qui est assez jeune mais pas non plus tant que ça. Tandis qu'à côté on va découvrir Flynn parce que le bateau pirate qui attaque c'est celui du capitaine Flint évidemment. Et ouais, hein, tu vois un petit peu venir la chose. Tu vois tout de suite venir, ouais, il va y en avoir qu'un qui va survivre. C'est le beau gosse qu'on met un peu plus en avant. Hein, c'est un peu évident. Il est un petit peu en dispute avec le cuisinier qui a retiré une page du journal de bord qui sait être de grande importance en termes d'information. Alors je ne sais pas comment ça se fait qu'il le sache, mais il le sait. Ça sera important, ça va être le truc qui amènera pas mal de péripéties et de soucis dans cet épisode 1, et j'imagine dans toute la saison 1 au moins. Donc ouais, cette page déchirée, il y a John Silver qui le voit en se cachant parce qu'il veut pas se faire buter. Il se dit ouais, s'il y a moyen que je sauve ma peau quand même, hein, je suis un débrouillard quand même, je vais pas non plus me laisser trucider comme ça. Il s'en rend compte, il y a dispute avec le cuistot qui lui dit l'information principale. Je sais que les pirates peuvent avoir assez facilement besoin de cuistot, donc j'ai des chances de m'en sortir alors que pas toi. Donc, tout de suite, le mec intelligent, il se débarrasse du gars parce que il sentait qu'il y avait quelque chose à cacher et il se fait passer pour un cuistot. Tandis que donc, oui, le bateau est pris. Flint essaye un peu de réduire la casse en capturant ceux qui n'ont pas été tués au combat. Et surtout, oui, il est à la recherche du fameux journal de bord qui a cette fameuse page qui a été arrachée. Et évidemment, lorsqu'il ne la trouve pas, il n'est pas joisse. Il n'est pas joisse. Et c'est là qu'on finit par mettre en place un petit peu la situation. J'aime bien cette façon de nous balancer une medias res dans l'action, de nous faire comprendre que quelque chose se trame avec ce but que recherche notre personnage principal, parce que Flint a vraiment l'air d'être parti pour être le personnage principal de cette série, ce qui est logique dans un sens, puisqu'on nous raconte un petit peu les origines de la chose. Le fait est qu'il recherche un trésor très particulier, tout particulier, grâce à la carte qui est un petit peu dessinée sur la page que John Silver a en son possession tout de suite. Et à cause de ça, il a attaqué des tonnes de galions qui n'avaient pas beaucoup de richesse, et sa troupe, son équipage, commence à en avoir un petit peu marre, parce qu'il n'a pas confiance facilement, il va pas leur dire ses plans comme ça. Et donc, il y a vraiment cette atmosphère de suspicion qui se met en place, surtout par rapport à son second qui s'appelle Singleton. Et Singleton, ça lui va très bien, puisqu'il ne dure qu'un épisode. Bref, il y a toute cette ambiance très délicate à gérer, mise en place dans le monde de la piraterie. Voilà, notre équipage, il faut qu'on le traite avec cette espèce d'équité, d'égalité, mais il y a aussi le fait qu'il faut bien les traiter, il ne faut pas non plus rien leur promettre. Et donc il y a Singleton qui essaye de tirer son épingle du jeu en manipulant un petit peu les différents clans, parce qu'il y a des clans parmi l'équipage.
afin d'avoir des voix pour prendre la relève, hein, parce qu'on peut mettre en place ce genre de choses. J'imagine que ça fait partie des codes du pirate qu'on essaye de reprendre. Je ne suis pas un spécialiste. À nouveau, hein, je connais surtout ça via Pirates des Caraïbes, hein, donc pourparler. Est-ce qu'on va faire le coup des pourparlers à un moment donné? Juste pour le délire, hein, on verra, on verra. Pour l'instant, c'est pas tombé dans l'épisode 1, ça. Donc, il y a tout ça qui se met en place, tandis qu'à côté, donc, John Silver essaiera un petit peu de faire son beurre là-dedans, en se faisant passer pour un cuistot, donc il sera pris comme apprenti cuistot, et j'avoue que c'est assez drôle, puisque vu que plus tard, il prendra Jim Hawkins comme apprenti cuistot, j'imagine qu'on va faire un parallèle un peu rigolo là-dedans, même si on n'appuie pas du tout son travail de cuisinier pour l'instant, donc est-ce qu'on jouera particulièrement dessus ou pas? On verra. On verra. Le fait est que ils finissent par arrimer et se poser à une espèce d'endroit précis, une espèce de bar tenu par une femme importante qui s'appelle Eleanor Guthrie. J'avais pas noté son prénom. Eleanor, ça. Eleanor Guthrie qui est responsable un petit peu de... Enfin, son père et elle sont responsables de refourguer tous les matériaux que trouvent les pirates, oui, parce que t'as des objets de valeur. Et évidemment, tu peux pas les vendre à n'importe qui pour avoir du fric, hein. Ça marche pas comme dans les RPG. Hein, c'est plus compliqué que ça, donc il y a besoin de personnes pour refourguer ça. On joue sur cette économie-là. Et on appuie un petit peu qu'elle dirige un petit peu le coin. Elle doit se montrer un peu ferme avec sa clientèle en n'hésitant pas à être un peu salace s'il y a besoin pour essayer de s'affirmer. C'est une scène un peu bizarre par rapport à ça, je vous cache pas. Et c'est aussi le truc par rapport au contenu sexuel de cette... de cette série, en tout cas pour l'instant, c'est que, en dehors de ça, à quelques très rares exceptions près, on parle tout à fait correctement. Je veux dire, on ne jure pas à tous les coins de rue ou quoi que ce soit. C'est un langage majoritairement relativement châtié. Par contre, dès lors qu'il est question de cul, ça va. On n'hésite pas à parler ah, mon minou est humide, ah, j'ai envie de baiser, toi aussi. Ce genre de conneries, quoi. C'est vraiment pour le cul qu'on appuie le côté adulte, sinon le langage est pas aussi vulgaire qu'on aurait pu l'espérer. Je vous cache pas que ça fait un petit peu bizarre ça. Et sinon, ouais, sur Terre, donc, on va suivre parallèlement trois intrigues. D'un côté, donc, John Silver qui essaiera un petit peu de s'en sortir en trouvant à quoi appartenait cette page et en ayant du mal, puisque bon, on a bien entendu que Flint a consigné le volume dans sa cabine et qui, pour son biseautage en tant que nouveau matelot de l'équipage, se verra offrir des putes. C'est sympa comme bizutage, hein, je vous cache pas, hein. Si on faisait pareil au lycée, ce serait cool, hein. C'est ça, tiens, t'étais nouveau dans l'équipe, ah, tiens, on te fait rencontrer Barbe Noire, et si elle a une barbe noire, c'est parce que c'est sa foufoune qui est toute noire. C'est ça, quoi, c'est le niveau, quoi, et... Ouais, à nouveau, le sexe... Pour l'instant, je le trouve un peu grossier dans l'idée, quoi. Et à cause de ça, il fera la rencontre d'une responsable prostituée, je crois, qui s'appelle Max, et qui aura remarqué son intérêt pour cette fameuse carte qu'il a sur lui, et qui le forcera un petit peu à travailler avec elle pour qu'il fasse 50-50. Hein, il y a moyen de refourguer ce que tu as trouvé, mais à ce moment-là, je veux qu'on partage nos parts. Un partenariat qui va un peu vite, je trouve, mais bon, ça se met en place au moins, et ouais, ils finissent par se mettre d'accord. Il y a Silver qui dit je sais pas exactement ce que c'est, mais j'ai besoin du document entier pour le savoir, donc il va dans la cabine du capitaine pour savoir, et on verra plus tard qu'il y est toujours le bouquin. Ou alors il y est vraiment plus, il a complètement changé à la fin, j'en parlerai de ça. Voilà quoi, il a vu de quoi il en retournait, donc il sait ce que c'est. Donc j'imagine qu'il s'est dit, je vais pas piquer le bouquin pour éviter d'éveiller plus de soupçons. Ce qui est logique, ce qui est totalement logique, totalement logique. Donc il a ça, et Max qui, au passage, a une liaison avec Eleanor, parce que bien entendu qu'il faut du sexe lesbien là-dedans, évidemment. Vous foutez tout, vous fourrez tout dans le premier épisode à ce niveau-là, je vous jure, hein. Et évidemment qu'elle fait ça, elle pense à refourguer la carte
aux plus offrants, notamment ceux qui sont contre Flint, puisque bon, c'est un petit peu à Flint qu'ils ont piqué ça. Voilà, donc première intrigue parallèle. Seconde intrigue parallèle, il y a Flint qui vient voir le père donc d'Eleanor, Richard Guthrie, c'est ça, Richard Guthrie, qui gère donc une fois de plus le refourgage des choses, mais il a besoin auprès de lui d'un expert pour pouvoir déchiffrer un petit peu mieux toutes les pages parce que sans la fameuse page manquante, il va pas pouvoir y arriver. Mais si quelqu'un s'y connaît, il pourrait arriver à déchiffrer un petit peu ce qu'il y a dans le journal pour compléter ce qui manque. Richard, il est un petit peu contre pour une raison qui ne sera pas des masses développée. Hein, sachant que bon, il lui a expliqué le principe, hein, je ne vais pas parler, mais le butin qu'il recherche, c'est quelque chose de très spécifique. Et ça appartient à Vasquez, et c'est un grand cargo sur un de leurs galions qui représente 5 millions de dollars. Et pour l'époque, j'imagine que c'était énormissime. Hein, donc ouais, coup du siècle. Et ouais, il n'était pas trop pour, Richard. Il y a son second qui l'a suivi. Enfin, c'est pas son second, c'est... je sais pas ce que c'est comme. Je suis pas un fanat des pirates et de tous leurs détails, quoi. C'est un membre d'équipage important qui gère pas mal de trucs, qui s'appelle Billy, qui je pense sera important vu qu'on le met un petit peu en avant, qui est un petit peu effaré par cette nouvelle parce qu'il lui a caché ça pendant 3 mois quand même, hein, 3 mois qu'il vogue sur les flots sans qu'on leur explique rien. Et. Et juste après, mauvais timing, mais vraiment super mauvais timing, il y a les autorités qui viennent arrêter Richard Guthrie parce qu'on le soupçonne de ce qu'il fait, c'est-à-dire de refourguer les biens volés par les pirates. Et oui, donc ça tombe super mal, hein, ça tombe super mal, d'autant plus que oui, c'est un moment un petit peu tendu où, étant donné que Richard était pas pour aider Flint, il le met un petit peu en joue pour le forcer, donc super mal, quoi. Il tombe au pire moment pour forcer l'attention, je trouve. Hein. Mais bon, à cause de ça, ils sont obligés de se défendre. Richard se prend une bastos et il bute les deux représentants royaux qui sont venus l'arrêter, tout en se barrant et en se disant que ça va être un petit peu le bordel, puisque maintenant que Richard est reconnu comme étant un traître à la nation, et ben ça va être beaucoup plus coton pour lui et sa fille de refourguer leurs biens, et j'imagine que ça va les forcer un petit peu à participer à leur équipage. Pour l'instant, on n'a pas encore le détail là-dessus, mais ça a l'air bien parti pour. Tandis que, donc, parallèlement, troisième intrigue, on va suivre le second du capitaine Flint. Je sais plus son nom, il est joué par un acteur sympa et plutôt mémorable. C'est un peu le... Comment il s'appelait ce con déjà dans Pirates des Caraïbes? C'est le même, c'est comme le second dans Pirates des Caraïbes. On essaye vraiment de retranscrire cette vibe-là une fois de plus. Hein. Donc, ouais, qui essaiera de régler un petit peu ce problème donc, de Singleton qui veut prendre la place de Flint. Et donc, pour ça, il va demander un petit peu à Eleanor si elle peut pas les aider un petit peu, parce qu'on a besoin un petit peu de fric pour empêcher que Flint soit remplacé. Eleanor qui se dit que ouais, Flint c'est un petit peu le meilleur parti à avoir dans ce cas-là. Donc, je vais essayer de vous aider, je vais vous donner un peu de fric pour vous aider à influencer les autres. Et c'est ce qu'il essaye de faire avec une faction donc de l'équipage, donc la faction des Noirs de l'équipage. On appuie, hein, c'est la faction des Noirs, hein. Enfin on ne le dit pas clairement, mais c'est clairement la faction des Noirs de l'équipage, qui se disent ok, très bien si vous le dites, mais étant donné qu'il le prend très mal Singleton, ça se passe pas bien, puisqu'il est en coalition avec un autre pirate, très important celui-là, j'imagine qu'il va être un rôle récurrent, et qui s'appelle Vane, le capitaine Vane, qui essaye un petit peu de prendre le contrôle de la flotte de Flint en ayant sous la main quelqu'un qui pourra contrôler, c'est-à-dire Singleton. Ça se passera pas bien pour lui, mais bon. Donc le mec se pointe comme une fleur en disant ok tu veux pas, on va te buter. Et voilà, il y a sa femme de main qui est super forte. J'imagine qu'on appuiera davantage le ton de ce personnage, le passé de ce personnage. Voilà, c'est sa femme de main, super puissante, tout ça, tout ça. Et étant donné que c'est un acteur qui joue un rôle important dans une série que je suis en train de suivre en parallèle, Les 100, qui a une configuration un peu similaire, c'est-à-dire ouais, c'est un chef qui a eu une seconde assez forte
à, à ses côtés. C'est assez drôle de voir qu'il cumule un peu ce genre de rôle, cet acteur. J'en parle pas trop pour l'instant, mais oui, les acteurs sont très bons. Il y en a pas mal que je reconnais. Flynn, j'ai déjà vu cet acteur plusieurs fois, il rend très bien le personnage. Je vous cache pas que le seul problème que j'ai avec Flynn, c'est que c'est surtout en parallèle à Silver, c'est que il y a quoi 15-20 ans de différence entre les deux acteurs, quoi. Et ça fait passer l'histoire de Flynn comme quelque chose de vraiment très récent, alors qu'il me semblait, même dans l'île au trésor, la planète au trésor, on n'en parle même pas, même dans l'île au trésor, que c'était quand même une légende qui a duré un certain temps et que lorsque John Silver vient s'occuper de ça, essayer de trouver le trésor de Flynn, parce que le trésor de Flynn, j'imagine que ce sera les 5 millions qu'il aura dérobé à Vasquez, peut-être que ce sera autre chose, on verra bien. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a cette différence d'âge qui fait un peu bizarre lorsqu'il vient prendre le magot de Flint. Ça donne l'impression que c'est quand même quelque chose qui date. Et là, ouais, il y a que 15-20 ans de différence, ça va pas dater tant que ça en fait. Je dis ça comme ça, hein. Peut-être que ça le justifiera bien dans la série, hein. Une fois de plus, c'est pas grave si c'est pas non plus totalement raccord, hein. Je pense que ce sera pas raccord totalement avec l'histoire de base, hein. L'idée étant qu'à cause du Capitaine Vane qui gère un petit peu à côté, cette gestion de la crise de Singleton qui veut prendre la place de Flint devient grandissante et difficile à gérer, ce qui fait que lorsque Flint revient donc de sa petite histoire problématique avec Richard, et ben il se trouve dans une situation très difficile, très délicate, où il est sur le point d'être remplacé, il doit trouver un moyen d'arriver à arranger les choses, à noyer le poisson si j'ose dire. Et c'est ce qu'il va faire en faisant le vieux coup de la facilité scénaristique qui, je suis sûr, existait déjà dans le code des pirates, donc ne reprenez pas, c'est bon, je me doute que ça doit se faire, quoi, en disant je t'accuse d'un truc, et comment tu veux gérer ça? Très bien, on gère ça à l'épée, celui qui gagne l'emporte et il a raison surtout. Alors, je dis ça, je suis mauvaise langue. Contrairement au petit délire de la chose dans Game of Thrones, on essaie un tout petit peu d'aller plus loin que ça, de faire passer une certaine mascarade. Parce que le truc de Flint, c'est de dire, ok, je vais leur avouer ce que je sais en disant que nous avons un manuscrit qui peut nous permettre d'avoir une fortune colossale qui fera de nous des princes. Seulement, une page a été volée et je sais qu'il a fait. On nous fait une espèce de suspense, genre, est-ce qu'on va croire qu'il a compris que c'était John Silver? Je vois pas comment il aurait pu, donc non, bien entendu, il croit pas que c'est John Silver. Il se dit, c'est Singleton. Et Singleton dit, je sais pas ce que tu racontes, je sais pas de quoi tu parles, on va régler ça à l'épée. Et ouais, c'est un combat violent, bien fichu. Là aussi, qui rappelle plus Game of Thrones que Pirates des Caraïbes, c'est sûr, puisqu'il y a beaucoup de sang et c'est pas propre du tout, quoi. C'est vraiment pas propre, hein. Et ça montre vraiment le côté brut des combats qui est plus réaliste, hein, nous sommes d'accord. C'est bien fait, c'est bien fait, hein. Au bout d'un moment, évidemment, il finit par l'emporter, Flint, hein. Je m'attendais trop à ce que Singleton l'emporte et que ça change totalement la donne, bien entendu, c'est Flint qui l'emporte. Et il fait passer une mascarade avec Billy, qui a fini par un tout petit peu convaincre avec un discours juste avant, pour faire croire qu'il avait bel et bien une page sur lui, quoi. Il fait une fausse page dans sa poche, alors que bon, évidemment, la vraie page est toujours dans celle de John Silver. Et donc l'équipage croit qu'ils sont sur le point d'avoir accès à une grande fortune, à un grand galion d'importance à piller. Et ça se termine sur Max qui s'apprête à vendre les informations au responsable de Vane. Enfin, je sais pas, il y a plusieurs choses qui se passent. Donc oui, il y a Vane, il y a sa seconde, il y a je sais pas, le responsable de sa trésorerie ou une connerie comme ça. C'est pas super clair le rôle de ce mec, là. Il est un peu entre tout le monde. Parce qu'il y a un responsable de trésorerie aussi dans l'équipage de Flint. Enfin bref, voilà, quoi. Il y a ce côté, on va mettre tout le monde un petit peu sur le même sentier, trouver ces 5 millions, arriver à s'en sortir autour de ça. Qui va avoir la main dessus? Évidemment, ça va être Flynn. Ou alors peut-être pas. Peut-être qu'il va trouver un autre moyen de se faire du fric, étant donné que ça dure 4-5 saisons. C'est pas impossible qu'il trouve un autre moyen de se faire beaucoup de fric à garder sur son île qu'on trouvera par la suite.
dont on verra bien pour l'instant, hein, c'est que le début. Et c'était bien, vraiment bien. Ça pose bien les bases de cet univers, les règles qui sont mises en place, les personnages passent très bien. Je trouve pas que ce soit non plus extraordinaire en termes de moments de personnage ou de développement. Ça fait bien passer la chose, mais j'ai pas eu le sentiment que c'était fait de façon ultra impactante ou fluide à vraiment m'agripper totalement. Ce qui fait que voilà, c'est efficace, solide, des trucs vont trop vite, des petites choses à déplorer. Je vais pas aller dans le détail parce que bon, c'est un épisode d'une heure quand même, mais voilà, au début par exemple, il y a Flint qui dit ouais, j'ai fait fouiller tous les membres d'équipage, j'ai pas trouvé la page manquante et il a pas fait fouiller John Silver bien sûr, parce qu'il était planqué, donc on n'a pas pensé à le faire fouiller après l'avoir trouvé. Ça l'arrange bien, hein, ça l'arrange bien. Ce genre de petits détails, c'est pas grave, c'est juste histoire de dire. Voilà. Ce genre de choses fait que on a un très bon départ, solide, qui peut promettre comme tomber en soufflé, on verra bien. Mais pour l'instant, c'est suffisant pour me donner envie de voir la suite et on verra ce que ça donne. À bientôt pour l'épisode 2. Bye.